15h au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. On commence tout de suite par les principaux titres de l'actualité. Le Premier ministre Moustapha Madbouli préside les travaux de la 9e édition du Haut Comité égypto-algérien conjoint. Lors de sa visite au Liban, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati souligne le grand intérêt accordé par l'Égypte à la sécurité et la stabilité du Liban. Début des travaux de la 55e session du Conseil des ministres arabes de l'information sous la présidence du ministre syrien de l'information Hamza Mustafa. À la une de l'actualité, c'est le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a assisté ce matin au lancement du 6e forum de l'autorité générale des soins médicaux dans la nouvelle capitale administrative. Lors de son allocution devant le forum, le chef du gouvernement a déclaré que le projet de l'assurance médicale globale est l'un des importants projets nationaux en Égypte. Le gouvernement a réussi à promulguer un paquet de lois qui permet de construire un nombre d'autorités médicales. Selon lui, l'Égypte a réalisé un grand succès dans l'amélioration des soins médicaux offerts aux citoyens. En outre, il a souligné la réussite de la première phase du système de l'assurance médicale globale dont Sigouli a également honoré nombre de participants au système de l'assurance médicale globale. Les travaux de la 9e édition du Haut Comité égypto-algérien conjoint ont débuté aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre Moustapha Madbouli et son homologue algérien Sefi Gharib à la nouvelle capitale avec la participation des ministres de deux côtés. Un nombre de documents et de questions d'intérêt commun ont été discutés et un nombre de mémorandums d'entente et d'accords entre les deux pays dans divers domaines ont été signés, et ceci dans le cadre de renforcer les relations de coopération bilatérale durant la prochaine période. Et au cours d'une conférence de presse des deux chefs de gouvernement, le Dr Madbouli a annoncé la tenue du Forum des hommes d'affaires égypto-algériens qui regroupe un nombre d'hommes d'affaires égyptiens et algériens pour examiner le partenariat et la coopération entre les deux côtés. Le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné le grand intérêt accordé par l'Égypte à la sécurité et à la stabilité du Liban. Lors d'une conférence de presse à Beyrouth, M. Abdelghati a indiqué que sa visite au Liban intervient conformément aux ordres du président Abdel Fattah el-Sisi. Il a également souligné le plein soutien de l'Égypte à l'initiative du président libanais à l'État et à ses institutions légitimes, affirmant que l'Égypte fait tout son mieux pour préserver l'intégrité territoriale et la sûreté des territoires du Liban et pour garantir le retrait israélien de tous les territoires libanais, conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU et au cessez-le-feu signé entre le Liban et Israël. M. Abdelghati a d'autre part appelé à mettre fin aux violations israéliennes, soulignant le plein soutien de l'Égypte au gouvernement libanais. Il a ajouté que l'Égypte présente tout son soutien, son aide et son réseau de relations avec les parties régionales et internationales afin d'aboutir à une accalmie et de consolider le cessez-le-feu signé entre Libanais et Israéliens. Lors de sa visite à Beyrouth, le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelghati a rencontré des membres de la Chambre des représentants libanaise. Au cours de la rencontre, M. Abdelghati a indiqué que l'Égypte considère le Liban comme un pilier fondamental de la sécurité et la stabilité régionale et que la protection de sa souveraineté et de l'indépendance de ses décisions restera une priorité de la politique étrangère égyptienne. M. Abdelghati a aussi souligné l'importance de mettre en application la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l'ONU pour garantir le retrait des forces israéliennes des territoires libanais, la fin de toutes les exactions et les violations israéliennes et la capacité des institutions nationales libanaises et celle de l'armée libanaise à assumer ses responsabilités.
Début des travaux de la 55e session du Conseil des ministres arabes de l'information sous la présidence du ministre syrien de l'information Hamza Mustafa. Dans son allocution, le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulghait a indiqué que les médias resteront un rempart contre l'idéologie extrémiste et un outil pour dévoiler la rhétorique de la violence et pour démanteler le discours du terrorisme. À la tête de l'ordre du jour de cette session figure la question palestinienne et le code de déontologie des médias arabes. Les ministres arabes doivent débattre du rôle des médias arabes dans la lutte contre le terrorisme ainsi que de la feuille de route médiatique arabe pour le développement durable 2030. La procédure de dépouillement des votes s'est poursuivie hier dans les bureaux de vote après la fermeture des centres électoraux à 9 h du soir, marquant la fin du deuxième et dernier jour du scrutin de la deuxième phase des élections législatives 2025. Le directeur exécutif de l'autorité nationale des élections, le conseiller Ahmed Benderi, a affirmé lors d'une conférence de presse tenue à l'issue du dernier jour du vote de cette phase que toutes les plaintes parvenues à l'autorité au cours du processus électoral ont été traitées. Les forces de l'occupation israélienne ont poursuivi leur violation de l'accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza en menant des raids aériens ainsi que des opérations de bombardement et de destruction de maisons dans les zones situées derrière la ligne jaune touchant Khan Younis au sud de la bande de Gaza et Jabalia au nord. Les zones à l'est du secteur ont connu une forte escalade militaire. L'armée a effectué des tirs d'artillerie et des tirs de chars à l'intérieur de la ligne jaune. Les frappes aériennes et le bombardement ont également visé la ville de Bani Souhaïla à l'est de Khan Younis, ce qui a accru la tension sécuritaire dans la bande. Au nord, les zones orientales de Jabalia ont été soumises à un bombardement d'artillerie intense, contribuant à l'élargissement de l'escalade. L'aviation israélienne a également mené des raids sur la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza, tandis qu'un bombardement d'artillerie visait les zones orientales de la ville de Gaza dans une nouvelle escalade qui accentue la tension dans le secteur. L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, UNRWA, a déclaré que des milliers de déplacés forcés dans la bande de Gaza tentent difficilement afin de trouver un abri sûr, préparant pour la saison de froid à la lumière des répercussions de la guerre d'extermination lancée par Israël contre la bande depuis 2 ans. Selon l'UNRWA, les déplacés n'ont qu'un seul choix, établir des tentes primaires, indiquant que les matières d'abri sont manquées et ajoutant que plus de 79 000 déplacés vivent dans 85 centres d'abri gérés par l'UNRWA dans la bande au milieu de circonstances humanitaires difficiles avec l'approche du saison de l'hiver. La Croix-Rouge égyptienne a lancé le 81e convoi Zed el-Izza de l'Égypte vers la bande de Gaza. Ce 81e convoi transporte les besoins essentiels de l'hiver afin d'alléger les souffrances des habitants de la bande de Gaza. La Croix-Rouge égyptienne envoie également des tonnes d'aide humanitaire urgente, notamment des paniers alimentaires ainsi que des produits pétroliers. L'armée de l'occupation israélienne a annoncé le lancement d'une vaste opération militaire dans le nord de la Cisjordanie occupée, accompagnée d'une campagne de raids et de prise d'assaut dans les maisons palestiniennes, dont certaines ont été transformées en postes militaires. Les médias israéliens ont indiqué que l'opération pourrait durer plusieurs jours sous prétexte d'arrêter des hommes armés après avoir détecté une tentative de formation de groupes organisés. Ils ont précisé que l'armée avait pris d'assaut les localités de Tobas, Tamoun et Kafr Dan dans le nord de la Cisjordanie et qu'elle avait fermé les routes menant à ces zones afin de renforcer le contrôle sur la région.
Au Soudan, l'armée a annoncé avoir repoussé une attaque des forces de soutien rapide contre une base d'infanterie dans une ville au Kordofan, à l'heure où Washington exhorte les deux camps à accepter sans condition préalable une proposition de cessez-le-feu après plus de 2 ans d'une guerre meurtrière. Le point. L'armée soudanaise a soutenu mardi avoir repoussé une attaque des forces de soutien rapide. Depuis les témoignages d'exactions dans la ville d'El Fasher au Darfour, les efforts diplomatiques en faveur d'une trêve se sont intensifiés, notamment de la part du président américain Donald Trump, qui s'est dit horrifié par ces violences. Mais la dernière proposition de trêve présentée au nom des pays médiateurs et dont les détails n'ont pas été divulgués a été qualifiée d'inacceptable par le général Abdel Fattah el-Burhan, président du Conseil souverain de transition et commandant des forces armées soudanaises. Le chef des forces de soutien rapide a lui annoncé lundi une trêve humanitaire unilatérale de 3 mois, ce qui n'a pas empêché ces hommes, d'après l'armée, d'avoir mené un assaut contre la base d'infanterie dans la ville de Baba Noussa, au Kordofan, région voisine de Darfour. Dernier bastion de l'armée régulière au Kordofan ouest, Baba Noussa est d'autant plus stratégique qu'elle se situe sur une route reliant la région à celle du Darfour. Dans son communiqué, l'armée se dit détruit ou saisit plusieurs véhicules des FSR, tué plusieurs de ses responsables de terrain, ainsi que des centaines de mercenaires. Entre-temps, Washington exhorte les deux camps à accepter sans condition préalable une proposition de cesser le feu au Soudan, ravagé par plus de 2 ans d'une guerre meurtrière. L'activité diplomatique a accéléré hier pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, alors que les services de secours ukrainiens ont indiqué que la ville de Zaporizhia avait subi une attaque russe massive qui a conduit à 12 hospitalisations et a frappé plusieurs immeubles. Voici les détails. L'activité diplomatique a accéléré mardi pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Plusieurs dirigeants européens ont tempéré l'optimisme américain. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il y avait enfin une chance de réaliser de vrais progrès vers une bonne paix, mais a aussi déploré l'absence de volonté russe d'avoir un cessez-le-feu après près de 4 ans de guerre. Les négociations se concentrent sur un projet de plan américain dont une version initiale jugée très favorable à Moscou a été amendée à l'issue de pourparlers dimanche à Genève entre délégations américaines, ukrainiennes et européennes. Le président américain Donald Trump a précisé qu'il rencontrerait le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine seulement quand l'accord pour terminer cette guerre sera conclu ou aura atteint les phases finales, alors que Kiev presse au contraire une rencontre rapide entre le président américain et son homologue ukrainien. La dernière version du plan permet à l'Ukraine de conserver une armée de 800 000 hommes contre 600 000 militaires dans la première mouture. Ces activités diplomatiques interviennent alors que les frappes russes se poursuivent sans répit. Selon les services de secours ukrainiennes, la ville de Zaporizhia avait subi hier une attaque russe massive qui a conduit à 12 hospitalisations et a frappé plusieurs immeubles. Le président taïwanais Lai Ching-te a annoncé que son gouvernement allait proposer 40 milliards de dollars de dépenses de défense supplémentaires sur plusieurs années, alors que l'île tente de se prémunir contre une potentielle invasion chinoise. Cette étape intervient alors que Pékin revendique Taïwan et n'écarte pas l'option armée pour s'en emparer, la soumettant à une forte pression militaire, économique et diplomatique. La Chine a en outre averti qu'elle s'opposera fermement à toute tentative d'intervention étrangère dans les affaires de Taïwan après que le Japon avait annoncé son intention de déployer des missiles sur une île près de Taïwan. La procédure de sélection du prochain secrétaire général de l'ONU a été officiellement lancée avec l'envoi aux États membres d'un appel aux candidatures pour remplacer Antonio Guterres à partir du 1er janvier 2027. Dans une lettre conjointe envoyée aux 193 États membres, l'ambassadeur de la Sierra Leone, Michael Imran Kanu, président en exercice du Conseil de sécurité, et de la présidente de l'Assemblée générale, Annalena Baerbock, mettent en marche le processus de sélection en sollicitant des candidats. Plusieurs candidats sont déjà informellement connus, notamment l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet,
le patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, et la costaricienne Rebecca Greenspan, actuellement à la tête de l'Agence de l'ONU pour le commerce et le développement. La FIFA a publié les 4 chapeaux dans lesquels seront placés les 48 qualifiés ainsi que les modalités du tirage au sort le 5 décembre à Washington du Mondial 2026, organisé au Mexique, au Canada et aux États-Unis. Selon ces modalités, les 4 premières équipes au classement FIFA, l'Espagne, l'Argentine et la France, et l'Angleterre sont toutes placées dans le premier chapeau avec les 3 pays hôtes et elles ne pourront pas se rencontrer avant les demi-finales si elles terminent premières de leur groupe. Le tirage au sort commencera avec les 12 équipes du chapeau 1, parmi lesquelles l'Allemagne qui a sauvé in extremis son statut de tête de série, toutes réparties dans les groupes de A à L. La procédure se poursuivra ensuite avec les chapeaux 2, 3 et 4. Dans cet ordre, il reste 6 billets à attribuer pour le mondial parmi les 18 nations encore en course dans le cadre de barrages qui ne s'achèveront que fin mars. Donc avec cette nouvelle, on arrive à la fin de ce journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments sur la télévision égyptienne.